Bonjour à toutes et à tous, bonjour à la communauté du SEO et à tout l'univers du digital. Aujourd'hui, on va parler de choses qui parfois font un petit peu peur ou bien qu'on oublie ou même qu'on ne comprend pas du tout. Et je veux parler des redirections et notamment des redirections 301 et 302. Et pour parler de tout ça avec moi, quoi de mieux qu'un spécialiste en la matière? J'ai nommé Richard Toxi. Ça va Richard? Ça va très bien. Enchanté à tous, bonjour. Content d'être parmi vous. Eh bien, écoute, nous, on est très heureux de te recevoir. Richard, tu es entre autres directeur de l'agence web marketing Audience spécialisée dans le conseil et le développement des entreprises. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Ancien responsable digitalisation chez Auchan Retail, fondateur du site Pompe à bière en 2007. Je sais que ça parlera à certains qui vont nous regarder. Et donc, l'e-commerce et le monde du digital, globalement, ça te connaît, il n'y a pas de souci. Tout à fait, c'est exactement ça. Je suis effectivement le fondateur de pompabière.com il y a quelques années, pas mal de e-commerce et actuellement dans une agence qui fait tout ce qui est SEO, SEA dans le nord de la France. Et donc, Richard, chez Cocolize, on a l'habitude d'aller tout de suite dans le concret. Donc, ma première question, avant qu'on définisse véritablement ce que sont ces fameuses redirections, c'est quels sont les principaux cas dans lesquels il faut créer une redirection quand on possède un site web? Alors, je dirais, pour moi, le principal cas dans lequel on fait des redirections, c'est lors de la refonte d'un site Internet, c'est-à-dire qu'on refait globalement on refait entièrement son site, et ça nécessite réellement et vraiment de manière très impliquante de faire ces redirections pour ne pas perdre l'antériorité que peut avoir un site Internet. Nombre de personnes se disent que oh, c'est un petit site, il y a juste peut-être quelques liens qui n'ont même pas identifié, que Cocolize d'ailleurs va permettre d'identifier ces fameux liens de netlinking. Et c'est extrêmement dommage et dommageable de perdre, entre guillemets, ces liens, parce que c'est un peu le jus que va donner Google sur de l'antériorité et se dire que c'est un site qui, comme il existe depuis longtemps, il est important. Et donc, il est vraiment primordial de faire suivre ces redirections pour ne pas perdre ce jus qu'on a obtenu il y a quelques années de la part de Google. Mais quelles sont les conséquences de ne pas effectuer de redirection? On a dit donc perdre ce fameux jus, mais également, je crois, les erreurs 404, les éviter. Ça, c'est Oui, mauvais, hein. ouais. Oui, les 404, c'est mauvais, même si en général, je dirais, beaucoup de devs se font plaisir sur la 404 avec une créa qui est détournée ou quoi. Ok, donc ça, c'est le côté sympa, on va dire, de la 404, mais elle n'a aucune vocation, cette 404. Elle n'a que vocation, je dirais, à dire que la page n'existe plus et donc, du coup, de perdre un petit peu l'internaute que l'on a acquis. Effectivement, ne pas faire de redirection 301 va faire qu'on va perdre globalement son référencement. Il y a autant des sites Internet qui n'ont pas conscience de liens qu'ils peuvent avoir, des liens qui peuvent venir de sites tels que des sites de médias, de la publicité, enfin, je dirais des journalistes ou autres, mais aussi, je dirais, des sites qui sont vraiment de leur même milieu, je dirais, de forums, de blogs, là, pour le coup, c'est extrêmement important, je dirais, de ne pas faire cette redirection. On va perdre globalement son référencement. La conséquence, elle est là, c'est ne pas faire de redirection, c'est la perte de son référencement naturel que l'on a acquis au fil des années. Donc, du coup, après avoir dit tout ça, c'était plutôt clair, hein. Une redirection, c'est quoi en quelques mots? Alors, en quelques mots, c'est un petit peu, je vais prendre un exemple que tout le monde connaît dans le monde réel, c'est lorsque vous déménagez, que vous changez d'adresse, c'est simplement indiquer, je dirais, ce changement d'adresse en disant, avant j'avais une adresse A, désormais j'ai une adresse B, eh bien, je fais simplement suivre. Alors, pour le coup, d'un côté, c'est son courrier, mais là, de l'autre côté, c'est suivre, je dirais, la redirection pour bien définir sa nouvelle adresse, parce que même quand on va garder le même nom de domaine, je dirais mon exemple.com, le fait de changer de CMS, le fait de faire une refonte va avoir des conséquences sur, je dirais, l'URL en tant que tel. Et du coup, c'est extrêmement important de faire ces redirections. Et donc, si on rentre un tout petit peu plus dans les détails, il existe trois types de redirection. La permanente, la redirection 301, la temporaire, la redirection donc 302, et la masquée. Nous, on est axé SEO. On va se concentrer principalement sur la redirection permanente, c'est-à-dire la redirection 301, car c'est celle-ci qui a un vrai impact sur le SEO. Oui, tout à fait. Alors, autant, je dirais,
les moteurs ne vont pas garder le fait de faire une redirection temporaire, ils ne vont pas le garder entre guillemets en mémoire, ils vont faire la redirection sans en garder, je dirais, une trace quelque part. Sur les redirections masquées, ça va plutôt être quand on a un sous-domaine qui va être, par exemple, j'en sais rien, action.monsite.com. Et du coup, l'URL qui va être affichée, ça va être juste monsite.com. Et non pas, on ne va pas voir qu'on est sous un sous-domaine. Donc, la redirection masquée, c'est vraiment ça. C'est, je dirais, une URL qui sera peut-être plus propre ou peut-être plus compréhensible par, je dirais, un internaute lorsqu'il regarde cette URL. Donc, c'est pour ça qu'on fait des URL masquées. Et la 301, c'est vraiment la redirection permanente. C'est vraiment, on est en train de dire au moteur de recherche, cette redirection cette ancienne URL n'existe plus. Et donc, désormais, la nouvelle adresse, c'est celle-là. Et à un moment, je dirais, ça fait dès la mise en place de ces redirections, ça fait son effet, quoi. C'est immédiat. Oui, et puis il faut bien préciser que c'est quelque chose qui est totalement invisible pour l'internaute. Oui, tout à fait. On parle bien, je dirais, de redirection à destination des moteurs de recherche et non pas des internautes qui, quelque part, eux, de manière assez globale, ne regardent pas les URL. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait de manière, je dirais, assez permanente. On se dit, tiens, je vais aller dans la rubrique un tel dans tel site, mais on ne regarde pas trop l'URL si, entre deux, elle a changé lors d'une refonte. On va forcément remarquer, on va dire physiquement, je dirais, qu'une refonte a eu lieu et que le site a été modifié. Et par contre, ça permet aussi, je dirais, de garder, quand on change d'arborescence, quand on change d'arborescence, effectivement, là, il y a vraiment nécessité de ces redirections parce que l'arborescence est quelque chose qui va être travaillé grâce à des audits sémantiques qui vont permettre, je dirais, d'aller capter, mettre des pages corner qui vont amener, je dirais, pas mal de jus dans le site et de contenu. Et du coup, ces pages, avant, elles n'existaient pas. Et donc, du coup, c'est important de prendre les anciennes URL et de les amener sur cette nouvelle arborescence. C'est quoi la différence entre 301 et 302? Temporaire et permanente, d'accord, mais plus concrètement? Je dirais, comme je disais, c'est une redirection 302 qui est une redirection non permanente temporaire. Elle garde, en fait, les moteurs de recherche ne gardent pas cette redirection, on va dire, en mémoire. Et donc, du coup, elle permet, je dirais, dans un temps donné, de simplement expliquer qu'il y a une redirection qui doit être faite, mais que le moteur de recherche ne doit pas considérer cette redirection, pour le coup, comme permanente, et donc, du coup, revenir après pour rescroller, je dirais, le site pour vérifier les différentes URL, si on est revenu à éventuellement l'ancienne URL, ou s'il y a une nouvelle URL avec une redirection 301. Concrètement, comment est-ce qu'on crée une redirection 301? Il y a deux façons visiblement assez simples. Tout à fait. Effectivement, il y a soit des redirections qu'on va faire directement on va dire, dans l'HT-Access sur le serveur. Ça, c'est la première possibilité. Ça, c'est un peu plus pour je dirais, les geeks, quelque part. Et ensuite, il y a souvent des plugins qui existent, donc notamment sur WordPress. Il y a plusieurs plugins que l'on peut installer et qui vont permettre de faire ces redirections de manière assez simple. Par contre, il existe aussi des outils, et Cocolize en fait partie, pour pouvoir effectivement vérifier l'indexation et vérifier qu'on n'a pas perdu énormément de pages au passage. Donc après, je dirais, ça dépend aussi de la largeur du site, on va dire quelque part du nombre de pages qui sont indexées. Quand on est sur je dirais des refontes de sites qui ont plusieurs milliers de pages, effectivement, on met en place des outils un peu plus conséquents et de vérification, je dirais, que les choses sont bien faites. Parce que c'est pas certains, moi j'ai déjà entendu certains clients ou certaines agences dire oui, j'ai fait les principales redirections sur les 10-20 pages les plus vues d'un site. Oui, mais non, c'est 100% des pages qu'il faut rediriger, comme je disais tout à l'heure, pour ne pas perdre l'antériorité et pour ne pas générer des pages 404 qui sont un mauvais signal envoyé au moteur de recherche. Quels sont les cas concrets où il faut effectuer une 301? C'est ça aussi la vraie question. Parce qu'il y a des cas dans lesquels on n'utilise pas du tout 301. Là, quels sont les cas concrets où on l'utilise? Le cas principal et le cas le plus concret, c'est effectivement la refonte d'un site. C'est vraiment, on refait un site nouveau ou éventuellement on se dit qu'on va
stopper un site pour X ou Y raison, hein, en disant ce site-là ne m'intéresse plus, mais je veux quand même garder les liens que ce site-là peut avoir et l'antériorité qu'il a. Effectivement, je prends ces liens et je les redirige vers des pages plus conséquentes, je dirais, de mon site, donc qui est un site qui n'est pas forcément refait, mais sur lequel on se dit, tiens, j'abandonne un autre site et je redirige vers, je dirais, les URL qui m'intéressent pour donner un peu plus, comme je disais tout à l'heure, un peu plus de jus, je dirais, de la part des moteurs de recherche sur eux. Donc, mais le cas principal des redirections 301, dirons-nous, c'est dans le cas d'une refonte d'un site Internet, c'est là où vraiment c'est très fortement utilisé. Et toi également, qui es issu du monde du e-commerce en partie, lorsque le contenu d'une page est expiré, ça arrive très souvent Oui, sur un site effectivement. e-commerce. Tout à Donc, fait. c'est un Oui, cas oui. également où ça s'applique. C'est vrai, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est lorsque une fiche produit un produit dont on sait qu'il ne sera pas réapprovisionné, par contre qu'on sait que ça a été un succès commercial, de se dire bah, ce produit-là, peut-être que les internautes vont être intéressés par un produit qui est similaire ou en tout cas qui se rapprochera de celui-là avec peut-être soit d'autres caractéristiques plus récentes ou quoi qu'est-ce. Et du coup, c'est de se dire bah, je vais faire une redirection au 301 pour ne pas perdre toute je dirais, ne serait-ce que les partages d'URL qu'il aurait pu y avoir sur les différents réseaux en disant tiens, tu as vu tel produit, il est sympa, et bien du coup de garder ce jus, d'amener sur une nouvelle fiche produit. Effectivement, dans le cadre du e-commerce, c'est très souvent que cela arrive, puisque bah, des produits sont en stock, ne le sont plus, mais quand ils ne le seront plus du tout pour, je dirais, soit nouvelle collection, soit, je dirais, rupture de stock définitive ou arrêt de fabrication, c'est très important de refaire la redirection 301 pour aussi ne pas amener des gens sur des fiches qui n'ont plus lieu d'être en fait. Et donc, pour conclure, comment on peut éviter les erreurs 404 quand on utilise une redirection? Moi, écoute, j'en vois deux très simples, mais allez, je te spoil. Vas-y, vas-y. Vérifier, pour moi, régulièrement le contenu de son site internet, premièrement, j'imagine. Vérifier que toutes les pages sont à jour et que également on puisse utiliser Cocolize puisqu'on propose ce type Tout à fait. d'analyse. Je n'avais pas bien suivi la question. Effectivement, on utilise, nous, en tout cas, chez Audience Cocolize, très régulièrement pour justement suivre les pages 404, les liens brisés. En tout cas, ça s'appelle comme ça chez Cocolize, les liens brisés, pour pouvoir vérifier effectivement les pages sur lesquelles il y a une action qui doit être faite, ou manuellement, ou je dirais de manière un peu plus conséquente en fonction du nombre de liens brisés. Eh bien, écoute, Richard, je te remercie beaucoup d'avoir partagé tes connaissances et ton expertise sur ce sujet avec nous, qui peut être parfois un peu délicat, hein. C'est vrai que ça peut être même méconnu. Ça a été un vrai plaisir de t'avoir parmi nous. Moi également, je suis très, très content, je dirais, d'avoir participé d'avoir répondu pardon, à tes questions. Et je recommande très fortement Cocolize, qui est vraiment un outil qui nous apporte énormément de réponses et qu'on utilise au quotidien. Bah, écoute, je te remercie parce qu'en plus, c'était même pas préparé. Donc, merci beaucoup pour le petit commentaire. Et quant à nous, chère communauté, on se retrouve très, très vite avec de nouveaux invités pour parler du monde merveilleux du digital et du SEO. À très vite. Bye bye.